Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Fac au menu impôt sur le revenu. Gros sujet évidemment, on va aborder trois éléments importants sur l'impôt sur le revenu. D'abord, déterminer le foyer fiscal, ensuite on va déterminer l'assiette taxable et puis on va voir comment est calculé ensuite l'impôt sur le revenu. Donc première étape, pour parler d'impôt sur le revenu, c'est déterminer le foyer fiscal, c'est-à-dire qui est imposé au sein de mon foyer. Première chose, est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Si je suis en couple, suis-je pacsé ou marié? Auquel cas, si vous êtes pacsé ou marié, d'office, les deux conjoints ou partenaires de Pacs devront faire une imposition commune de leurs revenus. Il y a une option l'année de la réalisation du Pacs ou du mariage où on peut opter pour des déclarations distinctes, mais dès lors qu'on a passé cette première année, obligatoirement on fait une imposition commune. Donc il y a ce sujet, Pacs mariage, donc imposition commune. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aller voir si dans votre foyer fiscal, il y a des enfants. Donc dès lors qu'ils sont mineurs, ils sont automatiquement dans votre foyer fiscal. Les deux premiers enfants vont compter pour 0,5 parts chacun, pour deux enfants. Et ensuite, on sera à une part par enfant, on va dire, supplémentaire. Bon là je ne l'ai pas dit, mais c'est une part par adulte. Ici, une part par adulte, par conjoint ou partenaire de Pacs. 0,5 part pour les deux premiers enfants, une part ensuite. Pour les enfants qui ont plus de 18 ans, les enfants majeurs, d'office en principe ils sont hors foyer fiscal. Mais plusieurs options sont possibles pour les maintenir rattachés au foyer. Alors c'est à leur demande en principe, c'est qu'ils aient moins de 21 ans ou moins de 25 ans et étudiants. Alors il y a d'autres cas possibles comme ceux qui continuent au-delà de cet âge-là mais qui font un service militaire par exemple ou un service civil peuvent aussi être rattachés. Et puis après on a des systèmes de bonus entre guillemets, plus ou moins heureux ces bonus, mais quand on est parent isolé par exemple et qu'on a des enfants à charge, on peut avoir des bonus de 0,25 parts par enfant qu'on aurait en tant que parent isolé. Alors ça s'applique plus dès lors qu'on est en couple, pas forcément pacsé ou marié d'ailleurs, dès lors qu'on est en couple et qu'on vit plus seul. En principe, on ne peut plus cocher la case parent isolé dans la déclaration. Et puis on a des bonus aussi lorsqu'on a des personnes invalides dans son foyer qui viennent majorer le nombre de parts. Et donc le foyer fiscal va nous donner un nombre de parts. Là, si je prends l'exemple, on va dire classique d'un couple avec, on va dire, 3 enfants. Donc on aurait 2 parts pour les parents. Les enfants, les deux premiers, 0,5 chacun, donc ça fait une part. Et le troisième enfant valant une part, on aura aussi 2 parts pour les deux enfants. Et donc on a 4 parts. Ça, c'est voilà, le nombre de parts que représente mon foyer fiscal. Maintenant qu'on a vu du coup la détermination du foyer fiscal, on va travailler sur l'assiette taxable. Comment je calcule mon assiette taxable? Donc c'est le montant qui va être soumis à l'impôt, qu'on verra en dernière partie. Et on verra qu'il y a quelques particularités aussi sur le calcul. Mon assiette taxable. Hop. Sachant que l'assiette taxable, c'est ce qu'on appelle le revenu net imposable, le revenu global net imposable, qui va être déterminé à partir d'un certain nombre de calculs. D'abord, on va déterminer ce qu'on appelle les revenus catégoriels. Alors, les revenus catégoriels, c'est une formule un peu barbare, simplement pour dire que chacun de vos revenus peuvent être catégorisés dans des catégories différentes. Donc là-dedans, on va avoir les salaires, pension de retraite, traitement. On va avoir les revenus fonciers. On va avoir pour les professions libérales, etc., artisans, ceux qui font du LMNP, les BIC et les BNC. On va avoir les bénéfices agricoles, etc. On va avoir un certain nombre de catégories comme ça. Et on va d'abord travailler catégorie par catégorie
pour définir les revenus nets catégoriels. Donc typiquement sur les salaires, on va appliquer le moins 10% pour frais pro ou au réel, etc., etc. Dans chacune des catégories, on va venir déduire ce qui est déductible. On se rappelle, hein, sur les LMNP par exemple, les revenus BIC, on a le droit de déduire un certain nombre de choses. Et donc on va arriver à un BIC à 0. Donc en fait, on va reporter 0 dans cette case-là. Une fois qu'on a fini le calcul des revenus catégoriels, on va venir les additionner et ça va nous donner le revenu global. Ce revenu global, ensuite, on va venir déduire un certain nombre de choses pour arriver au revenu net imposable. On va déduire les déficits antérieurs. Donc si sur les 6 années passées, on a pu avoir un déficit au niveau du revenu net imposable, on va pouvoir les appliquer ici. Ensuite, on va avoir tout ce qui est charges déductibles. Alors, des charges déductibles, il y en a quelques-unes. Typiquement, dans les plus connus, il va y avoir les cotisations PER qui vont pouvoir se retrouver ici. On va avoir un petit peu de CSG déductible, je ne rentre pas dans les détails, mais sur certains revenus, notamment les revenus de capitaux mobiliers, vous pouvez faire des choix où vous venez payer de la CSG qui ensuite est déductible. Voilà, et puis j'en oubliais une dernière que je voulais vous donner, voilà, c'était les pensions alimentaires. Tout ce qui est pension alimentaire, ça va se retrouver ici. Donc on va déduire des charges. Et puis ensuite, on a quelques abattements spéciaux qui là sont liés au foyer fiscal en réalité. Quand vous avez dans votre foyer fiscal des personnes invalides ou personnes âgées, vous avez des abattements supplémentaires qui vont venir s'ajouter ici. Tout ça, mis bout à bout, ça va nous donner le revenu net imposable du foyer fiscal. Et ça, c'est important puisque vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais d'un foyer fiscal dans lequel vous pouvez avoir un conjoint, dans lequel vous pouvez avoir des enfants majeurs et mineurs, mais on va bien faire la somme, et ça sera ici, de l'ensemble des revenus des personnes composant votre foyer. Donc, les deux conjoints, on fera les sommes. Si vous avez un enfant qui travaille et qui est rattaché à votre foyer, ces revenus seront également ici. Et donc, ça nous donne, au total, un revenu net imposable qui va être la base taxable à l'impôt sur le revenu. On a vu le foyer fiscal, on a vu l'assiette taxable, eh bien on va passer au calcul de l'impôt. Comment c'est calculé et on va voir que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser. Calcul de l'impôt. Donc on a notre base taxable et en réalité la base taxable, donc le revenu net imposable, on va l'appeler RNI, enfin, c'est revenu net global imposable, qu'on va diviser par le nombre de parts. Ça va nous donner un impôt brut. Et attention parce qu'en réalité, il est souvent, ce ne sera pas l'impôt net, ce sera rarement l'impôt final. L'impôt brut, qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs choses vont venir impacter cet impôt brut. Le premier, et c'est celui auquel on pense le moins souvent, c'est le plafonnement du quotient familial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, l'impact que les enfants ont sur la réduction d'impôt est plafonné. Aujourd'hui, pour 2024, donc c'est par demi-part que ça fonctionne, mais ça marche pareil en quart de part. Une demi-part ne peut pas vous faire économiser plus de 1 759 €. Ça, c'est le plafonnement du quotient familial. Et ça, c'est très important à comprendre parce que quelqu'un qui gagne très bien sa vie, ou un couple qui gagne très bien sa vie, qui a 2 ou 3 enfants, pourrait théoriquement se retrouver avec un impôt brut à payer assez faible, puisqu'on divise par un nombre important. La réalité, c'est que l'avantage fiscal que vous générez grâce à vos enfants, il est plafonné. Vous n'avez pas de capacité à générer une réduction d'impôt supérieure à 1 759 € par demi-part. Et ça impacte sérieusement puisque, en fait, dans le calcul de l'impôt, les deux calculs vont être faits en même temps et on retiendra le pire pour vous, le pire scénario pour vous. Donc le calcul impôt brut et le calcul si on déduit uniquement 1 759 par enfant.
enfin par demi-part. Et donc en fonction de ça, vous allez avoir un impôt net qui va se calculer. Donc ça, très important et à avoir en tête, c'est pas aussi simple que de diviser par un nombre de parts avec beaucoup d'enfants. Après, on a tout ce qui est crédit et réduction d'impôt, donc qui vont venir s'imputer ici. Attention, là aussi, pour la plupart des réductions et crédits d'impôt, il y a un plafonnement global à 10 000 € par an. Donc attention, il peut y avoir des cas, alors je prends quelque chose que je connais bien qui est le sujet du Pinel, qu'on ne fait pas chez nous, mais des clients qui par exemple ont eu plusieurs Pinel, dès lors que la réduction d'impôt, crédit d'impôt pardon, du Pinel dépasse 10 000 €, bah, c'est perdu, hein, donc il faut faire attention à ça. Tout ce qui est ménage chez vous, garde d'enfants, etc. c'est également dans ce plafond-là. Donc en réalité, pour certaines familles, c'est des plafonds qui sont assez rapidement atteints. Donc attention à ça. Et puis le dernier élément qui va venir se rajouter, c'est la CEHR, c'est la contribution exceptionnelle aux hauts revenus. Là, c'est une forme de surtaxe, on va dire, pour les personnes qui gagnent très bien leur vie. À partir de 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple, on va avoir une surtaxe de 3 à 4 % de la part qui dépasse le montant que je viens de vous donner. Donc, contribution exceptionnelle aux revenus. Alors, ça peut s'appliquer à la fois pour des gens qui ont des revenus régulièrement au-dessus, mais aussi pour des gens qui reçoivent une année une grosse prime. Ils peuvent rentrer aussi là-dedans. Alors, il y a un système de quotient, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui peut vous permettre de lisser l'impact d'un revenu très exceptionnel sur plusieurs années, mais globalement vous allez rentrer là-dedans. Une fois qu'on a enlevé tout ça, etc., on arrive voilà, à l'impôt net à payer. Et donc en fonction de ça, vous allez connaître le niveau d'impôt sur le revenu que vous allez avoir à payer. N'oubliez pas un élément aussi, c'est les prélèvements sociaux. Ils ne sont pas là-dedans, ça vient en plus. Pour certains, les prélèvements sociaux, alors on en retrouve dans les revenus fonciers, on en retrouve dans les revenus financiers, les revenus de capitaux mobiliers notamment, mais on les retrouve globalement partout. Pour certains, ils sont prélevés à la source au moment où vous faites la transaction. Par exemple, lorsque vous calculez une plus-value immobilière, chez le notaire, vous allez avoir les prélèvements sociaux qui vont être calculés tout de suite et que vous allez payer tout de suite. Mais je vous prends l'exemple des revenus fonciers. Revenus fonciers, là, ça va être à vous de les déclarer dans votre déclaration de revenus fonciers. Vous allez les retrouver ici à payer en plus. Donc on va mettre plus PS ici. On ne les oublie pas, ils sont toujours là. Voilà, donc on a vu comment on pouvait calculer l'impôt, mais je ne suis pas rentré dans le détail des taux et ça fera office de conclusion de cette vidéo. En France, il y a un principe qui est le principe du taux marginal sur le revenu. Donc on va avoir un certain nombre de tranches pour calculer l'impôt sur le revenu. Alors il y a 5 tranches. Il y a une première tranche à 0%, il y en a une deuxième à 11%, puis 30, puis 41, puis 45%. Et ça, c'est hors la fameuse CEHR dont on parlait juste avant, contribution exceptionnelle aux revenus, qui est encore en plus. Comment ça va se passer? Donc on va partir des revenus nets imposables, desquels on a déduit, etc., les plafonnements du quotient, etc. Et on va avoir un montant. Ce montant, il va être taxé, imposé en fonction de la tranche dans laquelle il se trouve. Et de manière marginale, et je vais vous expliquer un peu le principe après. La première tranche sont à 0% et dédiées aux revenus qui sont inférieurs à 11 000 €. Ensuite, vous avez la tranche qui va de 11 à 29 K €. Puis la tranche à 30, c'est pour les revenus de 29 K € à 82 K €. Ensuite, on a 82 à 177. Et on a ici la tranche à 45 qui est pour les revenus supérieurs à 177. Alors, comment ça fonctionne? Ça ne veut pas dire, ce fonctionnement-là, que pour quelqu'un qui a 70 000 € de revenus nets imposables, ou un couple, etc., qu'il sera 100% taxé dans la tranche à 30. C'est un effet marginal. Donc, un foyer qui est imposé à hauteur de 70 000 €, il va bénéficier de la tranche à 0. Donc sur 11 000 €, il aura 0%.
Sur 29 moins 11, 18. Sur 18 000 €, il sera imposé à 11%. Et sur, donc là ça fait 30, sur 40, les 40 000 € restants, à 30%. Et donc il y aura un taux moyen à entre 15 et 20%. Et ça, c'est vraiment le principe. Et c'est hyper important de le comprendre parce que ça nous arrive parfois d'entendre ou de lire des gens qui ne veulent pas forcément avoir d'augmentation parce que ça va les faire changer de tranche. Non, c'est évidemment bien d'avoir une augmentation. Seule la quote-part qui va changer de tranche sera imposée dans cette tranche. Tout ce qui est avant reste imposé tel que c'était avant. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a vu comment fonctionnait le foyer fiscal, l'assiette taxable, le calcul de l'impôt et les tranches dans lesquelles on se retrouvait pour être imposé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube Pépites Urbaines. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.